Bref, un apprentissage long, fastidieux, ponctué d'expérimentations très encadrées et nécessaires. Pas question de bousiller un monde viabilisable. Otto surveille chacun de mes gestes et pose sans cesse des questions. Qu'espère-t-il? Qu'il s'intéresse, soit. J'ai calibré mes exokits et nous terminons d'installer le dernier. Mon passager se montre très serviable, toujours prompt à se rendre utile. Toutefois, à ce niveau, ça devient suspect. Les cylindres d'ensemençage sont lourds et difficiles à manier, mais à me tourner autour, autant me donne le vertige. Il n'arrête jamais. Durant les 4 jours locaux passés en orbite, il a récuré et briqué le module de vie jusqu'aux soudures. On dirait qu'il sort de la chaîne d'assemblage. Si Koba lui avait accordé l'accès au poste de pilotage, celui-ci reluirait aussi de mille feux. Et voilà, c'est fait. Otto affiche un sourire triomphant. Je vérifie la stabilité du cylindre avant d'acquiescer. À l'horizon, le soleil se lève au-dessus des grands pics rocheux. Un vent glacial balaye ce désert de pierres noires, friable comme un sablé de l'Anco. Les arêtes tranchantes des roches se fissurent sous l'effet du froid. La silhouette massive de Koba nous protège un peu. Et maintenant, capitaine, on s'en va. C'est tout? Il a l'air déçu. Mieux vaut avoir quitté l'atmosphère avant de déclencher le processus, expliquai-je. Cela, je peux le comprendre et je présume qu'il est recommandé de ne pas revenir avant la fin du modulage. Plutôt. Sauf à vouloir se suicider. Cette planète est très isolée, mais supposer que des voyageurs s'égarent dans le coin, c'est une jolie planète. Ils pourraient avoir envie de visiter. S'imagine-t-il que je vais partir en laissant mon travail à la merci du premier touriste venu? Ou me teste-t-il? Nous remontons à bord. Otto me suit jusqu'au seuil de la passerelle. Il ne le franchira pas. Koba l'a menacé de le réduire en poussière si l'aventure est si risquée. Nous décollons et montons au niveau de la première couche nuageuse. Déclenchement de l'ensemençage, annonce Koba. Cylindre 1 activé. Cylindre 2 activé. Cylindre... Nous vérifions ainsi les 12 exokits, un après l'autre. Puis nous montons plus haut, au-delà de la fine couche d'ozone. C'est ici que nous avons tissé notre toile. Allez les filles, gronde Koba, au travail. Vous savez ce que vous avez à faire. Koba se montre souvent très paternaliste avec ses rémorailles. Les soviets se déploient, prennent leur marque et entament leur balai. Avec régularité et précision, elles tissent le maillage énergétique qui sert de structure au centre de force. Dès que la première boucle est nouée, le champ s'active de lui-même. La planète semble maintenant prisonnière d'une immense bulle de savon iridescente. Un chant disquel murmure automne. C'est cela, n'est-ce pas? Superbe, magnifique. Et très efficace, crois-moi. Cap sur la tellurique rouge. Quelque chose qui tourne par rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions?
je vais mettre du bol quand même. Pas de bol. Un extrait de Petit Blanc de Nicolas Cartelet. Cela faisait peut-être 10 ans que je vivotais comme ça, à Fort Jabba, de faux semblants en insomnie. Ou 10 mois, 10 jours. Je ne demandais plus grand-chose à grand monde. J'entrais au comptoir, je m'asseyais dans le fond, j'éludais les reproches du rouquin, je me suppliais pour un verre. Il finissait par me servir de mauvaise grâce. Pour le reste, j'étais coupée du monde. Je n'existais plus pour personne. Et plus personne n'existait pour moi. Et puis pourtant, un soir, un mauvais gars décida qu'il fallait me rappeler à la vie, me titiller la colère. Il déclencha la plus grosse tempête qu'eût jamais connue Albert Villeneuve. Je le connaissais de vue, pas de nom. Il venait quelquefois au comptoir boire avec des amis à lui. Comme moi, il espérait devenir fermier. Il attendait que l'administration lui dégote un petit lot dans les plaines. Il se plaignait de son sort, souvent. Je ne l'écoutais pas souvent, sauf ce soir. Ce soir où il s'installa à la table juste à côté de la mienne. D'une oreille distraite, je l'entendis longtemps parler de ses difficultés, de viser sur la misère. À un moment qu'il évoquait le gouverneur, je ne pus m'empêcher de pivoter sur ma chaise. Je l'avais tout près de moi, lui et sa trogne pas très nette. Faut bien se rendre à l'évidence. Il n'y a pas de terre pour les gens comme nous ici, qu'il lançait à ses compères en haussant les épaules. On nous assure, en nous mettant sur la liste d'attente, mais la liste, elle s'épuise jamais. On nous renvoie toujours tout en bas. Ils nous ont menti en France. C'est difficile d'expliquer à quel point ces mots me retournèrent l'estomac. Tout en entendant les esgourdes, j'ai grogné pour moi-même. J'ai commencé à m'agiter sur ma chaise. Je détestais à vrai dire qu'on formule aussi clairement la vanité des choses et des espoirs qui m'avaient amené jusqu'ici. Et l'autre continuait à enterrer mon rêve. Même les chanceux ne restent pas bien longtemps, qui trancha. J'ai entendu dire qu'aux quelques pauvres types à qui on confie quand même des terres, on donne les coins les moins cultivables. Le gouverneur veut nous voir crever, je vous dis. La vérité, c'est qu'on a fait le voyage pour rien. Tout autant qu'en rêve. C'est faux, rien que des mensonges. Tous les yeux dans l'instant furent rivés sur moi. Par une force que je ne soupçonnais pas, j'avais bondi de ma chaise, j'étais debout face au menteur. Je tremblais de rage. Ces choses-là, je ne pouvais plus les entendre. Un voyage pour rien. Vraiment. Et Marthe. Et Louise. Elles étaient mortes pour rien. Ah, plutôt crever que de croire ça. À bout de bras, je serrais les poings à m'en abîmer les peaux. Des dizaines de regards incrédules me jaugeaient en silence. Ils appuyaient l'attention de l'instant. Le rouquin, qui n'avait pas oublié les bouteilles et la chaise cassée de la dernière fois, vint à tâtons tenter de m'amadouer. « Qu'est-ce qui t'arrive, Albert » redouilla-t-il en me faisant des signes de main incompréhensibles. « Rassieds-toi, je m'inquiète à gueuler comme ça pour rien. » Alors qu'il arrête de mentir, que je répondis, étranglé, qu'il raconte pas qu'on n'aura jamais de chambre, de café. J'étais probablement pitoyable, ni plaintif, ni vindicatif.
mais sûrement pas menaçant. Car l'autre gars, l'aspirant fermier, n'hésita pas une seconde à se lever à son tour pour me tenir tête. Il me ricana au visage. Parce que tu continues à espérer quelque chose, toi, l'ivrogne. Mais qui confierait une exploitation à quelqu'un comme toi? Regarde-toi, tu tiens à peine debout. On le sait tous ici, qu'ils ne veulent même plus de toi à la mine, vu ton état. Alors, en fermier, laisse-moi rire. Je pris sa méchanceté à bras le cœur. Je retenais déjà mes coups. Je ne voulais pas encore embêter le bouquin dans son affaire. L'ignorant, ah, répliquai-je l'air outré. Ne sais-tu pas que le gouverneur en personne m'a promis un pécule? Et bientôt, adieu, Fort Jabba. Pour moi et ma fortune, je pars pour la paix. C'est bon. Il faudrait que tu la gardes à côté de toi en fait. Ouais, ce serait pas con ça. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Say goodbye. We've lost our good old mama. We must have whiskey, oh, you know what? Oh, moon, oh, ba-da-ba. To say goodbye. We've lost our good old mama. We must have whiskey, oh, you know why? On continue. Apéro. Apéro? Apéro. Apéro. Cette posture professorale. Un extrait. Ah, en plus, avec les C'est juste lunettes. une miniature. Ouais, j'en suis rendu. Non, je suis monté. Un extrait d'Où s'imposent les silences d'Emmanuel Quentin, lu par Emmanuel Quentin, produit par Emmanuel Quentin, réalisé par Emmanuel Quentin, mise en image par Emmanuel Quentin, photographie Emmanuel Quentin, bande originale Emmanuel Quentin. Si avec ça, j'ai pas la pression. J'ai pas tout le temps qui palpite. Quand j'ai dit. Des couloirs. Encore des couloirs. Des labyrinthes de couloirs lui rappelant les légendes félénites, où les enfants ne sortent pas vivants. Un sous-sol fade et froid, abandonné, où la lumière naturelle n'est jamais invitée, où les murs sont gonflés d'une eau prête à le submerger à tout instant. Le carrelage, mosaïque de blanc et de noir passé, jeu d'échecs interminable, est rongé par une moisissure galopante, conquérante jusque dans les moindres interstices. Dimitri n'a jamais vu pareil endroit. Pourtant, tout déserté soit-il,
il en devine bien vite la fonction. Les signes ne manquent pas. Chaque jour, on lui fait longer les portes entr'ouvertes de cellules identiques à la sienne, toutes vides. On l'amène d'un lieu à un autre. On le laisse dans une salle où parfois il n'y a rien. On lui demande d'attendre à l'intérieur. On reviendra le chercher plus tard. On joue avec ses nerfs. On n'a pas de nom. Il s'agit de 2 gardes, des hommes, différents chaque jour. Dimitri ne connaît rien de leur histoire, de leur vie. Ils se terrent dans leur mutisme, affichent l'air froid et résolu des statues de cire de l'Arche des Vaillants. Dans les rares moments où ils se réveillent moins anéantis que d'ordinaire, ils tentent une approche, les questionnent, avec le secret espoir que la courte embellie de son état aura des répercussions jusque dans l'humeur des sentinelles. C'est certain, ils ne le laisseront pas sans réponse. Et pourtant, les déconvenues, en taille de plus en plus longue à cicatriser, s'accumulent. Il ne tiendra pas éternellement ainsi. La rupture est imminente. L'abattement le guette. Il ne devrait pas accorder tant d'importance à on. On n'est rien. Un chien aveugle à 2 têtes obéissant aux ordres de supérieurs, enclin à le briser. Chien qualité, cané, camé, cramé. Sais-tu où je vais? Je vais à l'office des trépassés, trépadés, très épais. Dimitri entend l'écho des pas se répercuter contre les murs avant chaque escorte. Et chaque fois, il espère au fond de lui qu'un visage connu se montrera. Maison fait preuve de constance dans son insidieuse diversité. Il ne revient jamais dans les salles qu'il a déjà visitées. Il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté des portes au gonds défoncé. Elles grincent lorsqu'on les ouvre, grincent lorsqu'on les referme derrière lui. Il a l'interdiction formelle de sortir. La première fois qu'il a essayé, les coups ont fait office de mise au point. Depuis, il se soumet à la volonté de son escorte quotidienne. Quand il entre dans une pièce vide, il se place au centre de celle-ci et avant que le froid ne le transperce, il tente de deviner le nombre de pas nécessaires pour en faire le tour. Ensuite, il s'avance et vérifie s'il tombe juste. Si c'est le cas, il lève les bras au ciel en signe de victoire et se met à cavaler, champion d'une course imaginaire. Au bout de plusieurs circuits où il s'abandonne à la rêverie de l'enfant qu'il est encore malgré tout, il continue d'arpenter la pièce à toute vitesse, mais en fermant les yeux cette fois-ci. En revanche, s'il se trompe, il marche à reculons jusqu'à ce qu'on lui ordonne de sortir. Cela peut durer longtemps. Aussi tombe-t-il à plusieurs reprises, déterminé qu'il est à aller jusqu'au bout du châtiment qu'il s'est lui-même infligé. Dans d'autres salles, on a laissé des objets à sa disposition. Un coffre à combinaison, qu'il n'a pas réussi à ouvrir. Une chaise en paille, dans laquelle il a trouvé tout un lot de trombones. Des chaussures, dont il a retiré les lacets. Des bacs rectangulaires remplis uniquement d'eau. Des appels au suicide, auxquels il ne succombe pas. On lui confisque systématiquement tout ce avec quoi il tente de ressortir, et les fouilles au corps, comme les coups, l'ont vite dissuadé d'essayer de berner ses gardiens en dissimulant ses découvertes. Les jours passent, sans logique apparente dans le défilé des pièces visitées. Dans la journée, il n'y a de limite ni dans le nombre de rondes qu'il effectue, ni dans les intervalles qui les séparent. Depuis quelque temps, il a droit à des chances.
pas là. Ce que vous dites? Un extrait de Cyberland de l'ICANN. Il est une fois des terres parallèles qui n'ont de fait rien de parallèle. Elles ont été baptisées ainsi parce qu'elles sont protégées contre les intrusions intempestives par une attribution très restreinte des droits d'accès, ce qui les rend presque hors d'atteinte. Enfichées entre de grandes murailles, les terres parallèles sont en réalité une zone de sauvegarde, peuplée d'algorithmes, de correction et de copies utilisées dans la maintenance des fichiers endommagés, ainsi que pour l'archivage. C'est un peu l'hôpital coupé du reste du monde, afin d'éviter la contagion. Emporté par ma vitesse, je rencontre quelques difficultés à réunir tous les modules de mon programme. Pour ce que j'en sais, aucun U-mode n'a jamais eu à se recentrer après un téléchargement. Il lui suffit de se connecter pour s'éveiller dans un ailleurs virtuel. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Atterrir m'est très pénible et me réclame beaucoup d'efforts. À cet instant, avec ce que je consomme pour garder ma cohérence interne et me matérialiser dans les terres parallèles parmi le groupe du mode, on pourrait alimenter une ville de 100 000 habitants pendant au moins 48 heures. Je ne suis pas écologique. Enfin, j'apparais toujours engoncée dans mon costume de Miss Monde, la main d'Inocanti dans la mienne. Les infonautes sont tous occupés à visiter les lieux. Aucun d'eux n'a été témoin de mon entrée fracassante. Les programmes déjà présents, eux, par contre, m'ont senti venir de loin. Et ils ont mis les bouts à vitesse grand V. Je crains qu'aucun n'ose m'approcher. Ça va encore être à moi de faire tout le travail. Je déploie un prisme en espérant qu'il soit assez large pour me refléter. Inocanti m'observe. Fort heureusement, il n'a pas encore appris à générer du prisme. Il ne peut donc pas l'imiter. Les exécutants, qui ressemblent à de minuscules serpents ou à des vers, rampent jusqu'aux infonotes, invisibles aux yeux des humains, et commencent à copier les informations contenues dans les fichiers. La queue de cheval de Saïd s'allonge, puis s'orne d'une casquette à son extrémité. C'est ensuite une tête qui apparaît. Putain, putain, c'est horrible, hurle le jeune Marocain, en se mettant à courir dans l'espoir de semer le visage qui lui pend au bout des dreads. Ça ne sert à rien, ça dit, s'écrie Louise. Mon amie est assise sur un monticule de petites applis de maintenance qu'elle prend pour du sable et contemple en souriant les doigts croître au bout de ses ongles. Un ciseau, putain, que je coupe cette merde! Il va finir par se séparer. Il continuera à te poursuivre car c'est toi qui le dirige, répond Louise, sans cesser d'admirer la main qui grandit au bout de la sienne. Un peu plus loin, Lupin est en train de se dupliquer lui aussi. Une réplique exacte de sa bouche, surplombée d'une ébauche de nez, lui pend au menton. La situation du jeune Chinois
peint une expression de dégoût sur les deux visages de Saïd, le sien et celui qui rebondit au sol, pendu à ses cheveux. Alison s'est installée près de Louise, assise, les genoux repliés sur son torse. Elle essaye de dissimuler la paire de seins en trop qui grossit au bout de ses tétons. Je jette un œil sur mon petit frère, qui lui s'en sort comme un chef. La copie se fait depuis son nombril, donnant à sa duplication une allure moins obscène. J'espère que les infonautes sont suffisamment perturbés par ce qui leur arrive pour ne pas remarquer que mon petit site.th sait déjà se reproduire proprement. J'espère également que Lupin ou Saïd ne me remarqueront pas jusqu'à moi, par contre, car il ne m'arrive absolument rien, car ces mauviettes d'appli sont terrorisées à l'idée de m'approcher de peur de faire une erreur de copie. Sacrilège! Mal copié, le mystagogue pourrait induire une erreur fatale du système. Malgré mes 8 prismes, je ne me dédouble pas d'un pouce. Aucun reflet ne vient me sauver la mise. Pendant que je me lamente sur mon sort, Saïd tire des 2 mains la tête et le tronc qui lui pendent au bout des dreads en grommelant. Trop galère ce coin. Quant à Lupin, il s'accommode plutôt bien des terres parallèles. Il s'amuse à valser, une copie de son propre torse serré dans ses bras. Dans 2 minutes environ, les premières copies vont se séparer de leur original, cessant du même coup de distraire les infonautes, qui se rendront compte que je reste désespérément unique. Un extrait de Confession d'une séancière de Katie Stewart. On raconte qu'un jour, Papa de l'eau leva la main sur sa compagne
qui, n'en pouvant plus de sa violence, décida de les quitter. Maman de l'eau embarqua avec elle les plus petits poissons et les écrevisses et s'en alla vivre dans les terres, entre les creux des montagnes. Papa de l'eau regretta son geste, mais il était trop tard. Son chagrin le rendit amer et colérique. Papa de l'eau attrapait les pêcheurs, leurs femmes et leurs enfants pour les noyer. Sa demeure fut nommée la mer, devenue ensuite la mer. Il pleura à chaudes larmes, et c'est pour cela que, aujourd'hui encore, l'eau de mer est salée. Pourquoi Tania s'était laissée tomber sur le sable. Elle scrutait la mer, espérant apercevoir celui qui, depuis trop longtemps, causait son tourment. Pourquoi lui, maintenant? Veux-tu tout me prendre? Ou pas qu'à laisser-moi rien? Tu ne vas donc rien me laisser? De noir vêtue, la jeune femme avait enlevé ses chaussures pour marcher plus facilement sur la plage. On venait d'enterrer son mari. On venait d'enfermer dans la terre celui qui ne vivait que pour la mer. Un grand pécheur, avait dit le prêtre. Et c'était le cas. Il était parti en mer avant l'aube, comme toujours, mais n'était pas rentré au soir. Il avait fallu 2 jours pour retrouver les débris de son bateau ramené par la houle. Il avait fallu encore 3 jours avant que son corps, gonflé d'eau et rongé par le sel, n'échoue sur la plage. La même plage où se trouvait Tania. Elle avait perdu son mari. Encore un pêcheur emporté dans l'exercice de son métier. Il connaissait les risques, avait déclaré un collègue durant la cérémonie. Un collègue bien vivant. On connaît tous les risques. Tania avait alors versé de nouvelles larmes, parce que ces risques-là, dans sa vie, n'avaient rien de théorique. Elle n'avait que 6 ans quand son père, un grand pêcheur, avait été emporté par une tempête. Et seulement 12 quand son oncle disparut, corps et bateau. On ne retrouva jamais rien, si bien qu'elle s'était imaginée pendant des années que son oncle pouvait être vivant, réfugié sur une autre île de l'archipel. Pour ses 17 ans, c'est son frère, aussi bon pêcheur que les 2 autres, qui sombra. On retrouva sa carcasse à moitié dévorée par les poissons. Tania, restée seule avec sa mère, souffrait du regard pesant de ses voisins. Tant de morts dans une même famille. Ça donnait à parler aux uns et aux autres. Personne n'avait envie de se frotter à la malédiction dont ils étaient porteurs. Sainte-Marie n'était pas une grande ville. Tous connaissaient leur histoire, qui se racontait jusque de l'autre côté de l'île. Quand elle avait rencontré Fredo, un gars du prêcheur, elle l'avait rapidement averti. On meurt beaucoup autour de moi. Il avait ri, il s'en fichait, il était amoureux. En apprenant sa mort, Tania s'en était voulu. Peut-être serait-il encore là s'il ne l'avait pas épousée. Peut-être serait-il encore vivant si elle l'avait repoussé. Mais peut-être pas. Fredo était un pêcheur. Il connaissait les risques.
Elle se leva. « Viens jusqu'ici !» cria-t-elle en direction du large. « Montre-toi, Papadlo, assassin ! Prends-moi, puisque tu m'as déjà tout pris. » But the trouble is like lemon drops. I love the Sherman